Alors, bonjour. Voici la correction de la deuxième série d'exercices. Alors, premier numéro, page 1, on vous parle des modèles atomiques. Il faut se souvenir un petit peu que Démocrite est celui qui parlait vraiment de vide dans l'atome. Donc, c'est pour ça qu'on va parler que, d'ailleurs, lui est à la base de la définition du terme atome, qui vient du grec atomos, qui veut dire indivisible. Donc, on l'attribue à Démocrite. Aristote, lui, c'était aussi un philosophe grec de la Grèce ancienne, mais Aristote, lui, ne croyait pas à la notion de vide. Il pensait que la matière était pleine, qu'elle était continue, puis qu'on pouvait la diviser à l'infini, puis sans aucun problème. Alors, il n'y avait pas d'unité de base pour Aristote, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y avait pas de notion de vide et que la matière était continue puis divisible. C'est pour Aristote. Dalton est le premier à avoir poussé un petit peu plus la notion de Démocrite au niveau de l'atome. Il reprend le concept de l'atome. Donc, la matière est faite de particules très petites et indivisibles. Donc, évidemment, il reprend ce que dit Démocrite. Et aussi, il dit que les atomes réagissent entre eux pour former des nouvelles molécules. Donc, il y avait la notion de transformation pour Dalton, qu'il pouvait avoir des nouvelles combinaisons qui se forment et que ça allait donner des nouvelles matières carrément lorsqu'il y avait réaction chimique. Et l'autre chose, c'est que, bon, ça peut sembler simple comme constat, au numéro E, pour Dalton, il dit les atomes d'un même élément sont identiques. Donc, tous les atomes de carbone sont semblables. Mais ce qui est aussi important de rajouter par rapport à ça, c'est que les atomes, ça va de soi, là, mais les atomes d'éléments différents sont différents. C'est-à-dire qu'un atome de carbone est différent d'un atome d'oxygène, qui lui est différent d'un atome d'aluminium. Donc, les atomes, oui, sont semblables entre eux pour un même élément, mais par définition aussi différents pour des éléments différents. Ici, Rutherford, si on se rappelle de son expérience, c'est lui qui avait bombardé la feuille d'or, la mince feuille d'or, avec des particules alpha. Il s'était rendu compte que la matière était principalement composée de vide, que le noyau était très, très petit au centre et qui était positif, ce qui donnait une neutralité à l'atome. Donc, c'est vraiment celui qui a découvert qu'à l'intérieur de l'atome, il y avait un noyau qui était très dense, petit et solide, et que c'est là qu'était concentrée principalement la masse. Donc, le numéro 1, les protons, est bon, il se rapporte à Rutherford. Les protons sont concentrés dans un petit espace au milieu de l'atome. Numéro 2, l'atome contient autant de protons que d'électrons. On ne peut pas considérer le numéro 3 parce que c'est pas vrai. Le noyau de l'atome est formé de protons et de neutrons. C'est pas vrai que c'est lui qui l'a trouvé. En fait, c'est vrai qu'il y a des neutrons dans le noyau, mais c'est une découverte qui est attribuée à Chadwick quelques années plus tard. Donc, on ne peut pas parler de neutrons quand on parle de Rutherford. Lui, il y a vraiment, ces découvertes ont porté sur le proton. L'atome est divisible et composé au numéro 4 là, de charges positives et de charges négatives réparties uniformément. C'est pas vrai que c'est réparti uniformément. Il y a vraiment un petit noyau et les électrons sont dans un grand espace autour. Donc, c'est pas vrai que c'est réparti uniformément, comme le disait Thomson. Les électrons se déplacent librement autour du noyau, ça demeure vrai. L'atome est rempli d'une masse positive contenant des grains négatifs, ça c'est plutôt Thomson. L'atome est presque entièrement constitué de vide, c'est vrai, et la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Donc, vraiment, c'est 1, 2, 5, 7 et 8. Si on va voir le numéro 3, soit les alcalins. Donc, les alcalins, c'est évidemment la première famille, donc la famille ici que je vous fais en jaune. Donc, les alcalins de la deuxième et troisième période. Donc, les alcalins de la deuxième et troisième période, ça, c'est la deuxième période, puis ça, c'est la troisième période, la ligne horizontale. Donc, on parle du lithium et du sodium. On vous dit, dans l'encadré ci-dessous, donnez le nom de ces éléments, donc lithium et sodium, évidemment, et représentez-les selon le modèle de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr, on doit nommer le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, parce que Rutherford, c'est associé aux protons. Et Bohr, lui, c'est associé aux électrons. Donc, on doit donner en fait sa configuration électronique. Je comprendrais que quelqu'un m'ait donné, par exemple, 3 protons dans le noyau et ait fait ses couches électroniques comme ça. Autrement dit, quelqu'un pourrait avoir juste fait une partie des couches comme ça et m'avoir mis, par exemple, 2 électrons sur la première couche et 1 électron sur la dernière. Parce qu'évidemment, ce sont des éléments, le lithium et le sodium, qui font partie de la famille 1. Il y a 1 électron sur leur dernière couche, 1 électron de valence. Le sodium, lui, il y a 11 comme numéro atomique. Il y a 1, 2, 3 couches électroniques. Pourquoi? Parce qu'il est sur la troisième période ligne horizontale.
Et donc, s'il y a 11 électrons, on peut en mettre 2 maximum sur la première couche, on peut en mettre jusqu'à 8 sur la deuxième couche et 1 électron sur la dernière couche. L'ordre pour faire ça, en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est de dire, bon, j'ai 11 électrons à placer, je vais en placer tout de suite 1 sur la dernière couche, il m'en reste 10, je vais en mettre 2 sur la première maximum, c'est le maximum que je peux mettre, et évidemment, je peux en mettre 8 maximum sur la troisième. Donc, ce qui est en bleu est accepté et leur version à eux de la configuration électronique est aussi acceptée. Au numéro 4, le numéro 4, c'est une méthode de calcul qui nous permet de trouver la masse atomique relative de plusieurs isotopes mis ensemble pour donner une masse totale, celle qu'on peut voir apparaître dans le tableau périodique. Donc, vous savez que dans le tableau périodique, quand j'ai le symbole d'un élément, j'ai, par exemple, j'ai son numéro atomique qui est ici, mais j'ai aussi un chiffre dans ce cas-ci, dans le cas du calcul, là, qui serait de 207,24 qu'on calculerait. Mais ce chiffre-là, c'est un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier, parce qu'il vient du calcul de l'abondance relative de chacun des isotopes pour un élément donné. Ici, on parle du plomb, parce qu'on se rend compte en comparant avec les masses atomiques du tableau périodique, le plomb qui est situé ici. Donc, le plomb, lui, c'est 207,20. Bon, évidemment, ils n'ont probablement pas tous, ils n'ont pas mis tous les isotopes du plomb. Mais la façon dont il faut voir ça, c'est que vous avez un premier isotope, et par définition, un isotope, c'est un élément qui possède le même nombre de protons. Donc, ce sont tous des atomes d'un même élément, mais ils ont des nombres de neutrons différents. Donc, par exemple, ici, il y aurait un nombre de masse de 204 à raison de 1,5% dans la nature, il y aurait un autre atome de ce même élément-là qui aurait une masse de 206, 207 et 208. Et là, vous avez le pourcentage pour chacun. Donc, le calcul est relativement simple. C'est que vous dites, bon, 204, il y en a 15%, donc 204 fois 15 divisé par 100, plus le 206, il y en a 24,1%. Le 207, celui qui pèse 207, j'en ai 22,1%. Puis celui qui pèse 208, ben, j'en ai 52,3%. Et on fait le calcul tout simplement, on arrive à 207,24. Donc ici, qui pèse 207,24, donc on va voir 207,20 à peu près. On peut présumer que c'est le plomb. Et son numéro atomique, il serait de 82. Okay? Pourquoi on n'arrive pas exactement à ce qui est écrit dans le tableau périodique? C'est qu'en réalité, le plomb, il possède probablement plusieurs isotopes autres que ceux-là. On a arrondi un petit peu, on a laissé de côté certains isotopes, c'est pour ça qu'on n'arrive pas exactement à la valeur qui est dans le tableau périodique. Donc, c'est la façon de faire le calcul. C'est le même principe ici pour ce problème-là, sauf que le petit twist qui est rajouté ici, c'est qu'on vous dit, vous avez un nombre de masses pour un isotope, un nombre de masses pour un deuxième isotope. Donc, attention, ici, on parle du même élément, on parle du néon. Donc, le néon, là, si vous le regardez dans le tableau périodique, il est ici. Tous les atomes de néon ont 10 protons, d'accord? Mais il y a certains atomes de néon qui vont avoir 10 neutrons. Eux autres, ça va leur faire 20 unités de masse atomique. Okay? Ça serait par exemple l'isotope qui serait ici, celui-ci. Mais il y a certains atomes de néon qui possèdent 11 neutrons. Donc, eux autres, c'est des atomes de néon qui vont avoir 20 unités de masse atomique. Autrement dit, ils vont avoir 10 protons et 11 neutrons. D'accord? Donc, 21 unités de masse atomique, ce serait celui qui est là. Donc, il y en a un qui est à 90,92%, qui a 20. Il y en a un qui est à 0,26%, qui a 21 unités de masse atomique. Et il y a un isotope X qu'on ne connaît pas, qu'on doit déterminer. Mais on sait que la masse atomique du néon est de 20,18. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on calcule, bon, il nous manque quel pourcentage de l'autre. Alors, j'ai 90,92 plus 0,26. Je soustrais ça à 100. Bon, mon troisième isotope, il est présent à 8,92. Donc, la valeur que je cherche, elle est ici, simplement. Donc, ici, c'est simplement, c'est pas si compliqué comme calcul, là. Vous avez un X que vous cherchez, donc X va multiplier ce facteur-là. Donc, vous allez avoir 0,0882 X, etc. Et vous allez trouver votre X en faisant à la fin 1,94 divisé par 0,088. Puis vous allez diviser ça par 2 également. Vous allez trouver 22. Donc ici, l'isotope
il pesait 22, bon, c'était pas difficile à déduire, mais et il était présent à raison de 8,82 pour cent. Donc, c'est comme ça qu'on détermine sa valeur. Une question peut-être un peu difficile pour la notion. Au numéro 6, le tableau suivant représente les propriétés de certains éléments à quelle famille chimique. Donc, quelle famille chimique? C'est les familles chimiques qu'on a apprises. Inscrivez votre réponse dans la troisième colonne. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, on connaît la famille des alcalins, on connaît la famille des alcalino-terreux, Bon. On connaît la famille des halogènes et la famille des gaz inertes, des gaz rares ou des gaz simplement. Donc, ces quatre familles-là, elles ont un nom particulier. Ce qui est intéressant de voir, ce que j'allais dire, c'est que les familles qui sont ici, ils n'ont pas de nom particulier. En fait, ils en ont, mais ils en ont un, mais qui est moins utilisé. On va parler de la famille du bore, de la famille du carbone, famille du bore, famille du carbone, famille de l'azote et famille de l'oxygène. C'est comme ça qu'on va les appeler. Donc, les quatre familles qui sont en bleu ici, on leur a donné un nom qu'on vous a demandé d'apprendre. Ils ont des propriétés vraiment plus particulières. Mais les quatre familles qui sont là vont porter le nom de l'élément qui est en haut de la famille. Donc, petite observation en passant. Je possède 3 couches électroniques et 2 électrons de valence. Donc, il y a un élément, il faut savoir il est dans quelle famille. S'il y a 2 électrons de valence, bien évidemment, il est dans la famille des alcalino-terreux. Il y a 2 électrons de valence, c'est la famille numéro 2. Ensuite de ça, possède 5 électrons de valence. Ce serait la 5e famille, celle de l'azote, donc la famille numéro 5. Possède 2 couches électroniques, dont la dernière est saturée. Donc, saturée, ça veut dire qu'elle est pleine. Ici, on va considérer que les atomes, c'est-à-dire les éléments de la famille des gaz inertes, ils sont saturés à 8 électrons. D'accord? Leur dernière couche, elle est pleine. Saturée, ça veut dire qu'elle est pleine. Donc, l'hélium, il fait exception. Il est quand même saturé, mais puisqu'il y a une seule couche et que sa seule couche électronique est pleine, à 2 électrons, on considère qu'il est aussi stable, puis qu'il est considéré saturé en termes de quantité d'électrons sur sa dernière couche. Donc, les gaz inertes qui sont ici sont tous considérés saturés. C'est pour ça qu'on va parler des gaz inertes. Je réagis violemment avec l'eau et possède une charge nucléaire. Nucléaire, c'est un noyau égale à plus 19. Ça veut dire qu'il y aurait 19 protons dans son noyau. Parce que dans le noyau, il y a une certaine quantité de neutrons, mais les neutrons n'ont pas de charge. Donc, dans un noyau, ce qui va donner la charge du noyau, c'est le nombre de protons. Parce que les neutrons, ils sont neutres. Donc, qui possède 19 protons, puis il réagit violemment. On sait que ceux qui réagissent violemment, c'est les alcalins, évidemment. On a vu en classe des informations là-dessus, mais tu pourrais tout de suite aller chercher l'information en sachant que vu qu'il y a 19 protons, c'est le potassium, donc il fait partie des alcalins, simplement. Ensuite de ça, donc présente, elle agit, élément qui ne réagit ni avec les métaux ni avec les non-métaux, c'est les gaz inertes. Les gaz inertes, eux autres, ils réagissent avec personne. Présente des réactions chimiques semblables à celles du potassium, donc il va faire partie de la même famille que le potassium, c'est les alcalins. Possède 2 électrons de valence de moins que le gaz inerte qui se trouve sur la même rangée que lui. 2 électrons de valence de moins que le gaz inerte qui se trouve dans la même rangée que lui. Donc, les gaz inertes sont placés ici. C'est des gaz inertes. 2 électrons de valence. Donc, eux, ils ont 8 électrons de valence, sauf pour l'hélium, mais en général, ils ont 8 électrons de valence. Ceux-là ont 7 électrons de valence, puis ceux-là ont 6 électrons de valence. Alors, si tu es placé dans la même rangée que lui, ben, ça va être la famille de l'oxygène. C'est là qui a 2 électrons de valence de moins que les gaz inertes. Donc, famille de l'oxygène. Voilà pour ça. Numéro 7. Dans le tableau périodique, les propriétés des éléments suivants varient selon les tendances périodiques. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant comment la propriété varie, augmente ou diminue, avec l'augmentation du numéro atomique. Alors, on va effacer ça. Comment la propriété évolue dans la famille
excusez-moi, pas dans la famille, dans la période, okay, de gauche à droite, quand le numéro atomique augmente. Donc, quand le numéro atomique augmente, ça veut dire quand on s'en va vers la droite, quand le numéro atomique augmente. Donc, on va regarder chacune de ces propriétés-là. Un petit peu, voilà. Alors, si je reviens ici, c'est bon. Donc, ici, on va voir ce qu'on nous demande. Première chose qu'on nous parle, on va régler deux choses. Ici, on va parler d'énergie d'ionisation d'abord, et ensuite, on va parler d'électronégativité. Je vais commencer avec l'électronégativité parce que c'est un concept qui est plus souvent utilisé, puis à partir de lui, on peut déterminer l'énergie d'ionisation. Bon, l'électronégativité, si vous allez voir sur un site comme Alloprof, l'électronégativité représente la force avec laquelle le noyau de l'atome attire les électrons. La force avec laquelle le noyau de l'atome attire les électrons. Bon, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, l'électronégativité, attirer des électrons, ici, là, eux, ils ne veulent pas attirer des électrons, ils veulent donner des électrons. La famille numéro 2 veut donner 2 électrons, la famille numéro 1 électron, eux, ils veulent donner leurs 3 électrons. Ils ne sont pas très électronégatifs. Mais plus je m'en vais vers la droite, plus ils ont une capacité élevée à attirer des électrons. La famille numéro 5 attire 3 électrons, la famille numéro 6 en attire 2, la famille numéro 7 attire 1 électron. Mais ici, plus je m'en vais vers la droite, plus le nombre de protons augmente dans le noyau. Okay? 5 protons, 6 protons, 7 protons, 8 protons, 9 protons. Et donc, ce qui se passe, c'est que la capacité à attirer les électrons à mesure que le numéro atomique augmente, donc quand je m'en vais vers la droite, elle augmente. Et si elle est faible, à cause que j'ai clairement des éléments qui ne veulent pas attirer des électrons, mais ici, ils veulent attirer de plus en plus parce que le nombre de protons pour une même période augmente de plus en plus et il est beaucoup plus facile d'attirer un électron que d'en attirer 2 ou 3. Donc, le fluor est très, très électronégatif. Il y a peu de couches électroniques. En fait, il y a 2 couches électroniques sur la deuxième période et il y a beaucoup de protons comparativement à ceux qui sont placés à sa gauche. Donc, il va être très électronégatif. Donc, vers la droite, en augmentant le numéro atomique, on va dire que l'électronégativité, elle, augmente. Donc, l'électronégativité, elle, augmente en s'en allant vers la droite. Si on regarde maintenant le rayon atomique, tiens, ça va être lié à ça, après on va revenir à l'énergie d'ionisation. Le rayon atomique, lui, si je m'en vais vers la droite, il diminue. Pour la même raison que j'expliquais tantôt quand je vous disais que le nombre d'électrons, le nombre de protons augmente de plus en plus en m'en allant vers la droite. Si la charge positive du noyau augmente de plus en plus à mesure que je m'en vais vers la droite, donc ici 5 protons, 6 protons, 7 protons, 8 protons, 9 protons, le nuage d'électrons, ici, ils ont tous 2 couches. C'est comme si les 2 couches qui étaient ici étaient moins attirées, mais arrivé ici, les 2 couches sont plus attirées parce qu'il y a plus de protons. Les électrons, les couches d'électrons, c'est négatif, les protons sont positifs. Donc, ça va attirer beaucoup plus les électrons vers le noyau parce qu'il y a plus de protons. Donc, le rayon atomique, quand je m'en vais vers la droite, donc ici, il y aurait 2 couches, mais les 2 couches seraient plus grandes encore parce qu'il y aurait 4 protons pour toujours 2 couches électroniques. Donc, quand je m'en vais vers la droite, le rayon atomique, il va diminuer vers la droite. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de rayon atomique qui diminue. Puis l'énergie d'ionisation, si on va avoir une définition, encore une fois, je suis allé au prof pour avoir la définition rapide, l'énergie d'ionisation, ça représente l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Bien, donc l'énergie qu'on doit fournir pour arracher un électron à un atome. Si on regarde, vous effacez ça, arracher un électron, là, ici, c'est super facile. Si je m'en vais là, de gauche à droite, okay? Donc je vais prendre par exemple la période numéro 3. Les éléments à gauche, eux autres, leur arracher un électron, c'est super facile parce qu'ils veulent le donner. Donc lui, il veut donner facilement son électron, il est super réactif. Celui-là aussi, très réactif, perd son électron. Et celui-ci est aussi très réactif, il perd 3 électrons. Donc, ici, c'est facile, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie d'ionisation, je le répète, l'énergie nécessaire pour arracher un électron, on n'a pas besoin d'en fournir beaucoup. Donc, l'énergie d'ionisation ici, elle est faible pour ceux qui sont placés à gauche. Sauf que quand on s'en va vers la droite, quand on arrive ici, bien, eux autres, ils veulent gagner des électrons. Ils veulent plutôt en attirer des électrons. Ils veulent attirer des électrons, donc leur arracher un électron, ça va être difficile. Il va falloir que je fournisse une grande énergie d'ionisation.
pour pouvoir leur enlever des électrons. Puis quand j'arrive au gaz inerte, eux autres, ils veulent carrément pas le donner. Eux autres, là, ils veulent pas réagir. Donc, ils ont effectivement, ça va prendre une grande, grande énergie d'ionisation. Donc, l'énergie d'ionisation, l'énergie que je vais fournir pour arracher un électron, elle est grande quand je m'en vais vers la droite, parce que plus je m'en vais vers la droite, plus ce sont des atomes d'éléments qui veulent, eux, attirer des électrons. Donc, leur en arracher un est difficile, nécessite beaucoup d'énergie. Donc, ici, je n'ai pas besoin de fournir beaucoup d'énergie. Ici, j'ai besoin de fournir une forte énergie pour pouvoir leur enlever. C'est pour ça que quand je m'en vais vers la droite dans le tableau périodique, l'énergie d'ionisation, elle augmente. Elle augmente quand je m'en vais vers la droite. Augmente quand je m'en vais vers la droite. Et quand je m'en vais ici vers la droite, on parle du volume ici. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire à aborder. D'accord? Le volume d'un atome va diminuer à mesure que je vais m'en aller vers la droite. Bien évidemment, c'est lié à son rayon atomique. Donc, nécessairement, vous voyez-le un peu comme le rayon atomique, son volume diminue. L'espace qu'il va occuper va diminuer à mesure que je m'en vais vers la droite. C'est directement lié au fait que son rayon, lui, diminue. Donc, pensez à une sphère. Plus le rayon de la sphère est petit, plus la sphère a un volume faible. Numéro 8, c'est un très bon numéro. Associer chaque définition de la colonne de gauche avec l'élément qui lui correspond. On va y aller avec des choses qui sont plus simples pour commencer. Un ion qui possède plus de protons que d'électrons. Un ion qui possède plus de protons que d'électrons, ça s'appellerait un cation. Un cation, ce serait un ion qui est positif. Okay? Un ion positif, ça s'appelle un cation. Moi, je le retiens parce que le T au milieu, ça fait comme un genre de plus. Cation. Donc, ici, par exemple, si vous prenez le magnésium, il possède plus de protons que d'électrons. L'ion magnésium, très important, l'ion magnésium, c'est-à-dire le magnésium, lui, ici, il y a 12 protons, 12 électrons normalement. Donc, il est neutre. Mais s'il devient Mg2+, c'est parce qu'il a perdu 2 électrons. Il y a 2 de ces électrons qui sont partis. S'il y a 2 de ces électrons qui sont partis, il y a toujours 12 protons dans le noyau, mais il y a 10 électrons. C'est pour ça que sa charge est 2+. Donc, puis on appelle ça un cation. Donc, un cation, c'est un ion qui possède plus de protons que d'électrons. Et à l'inverse, un anion, ça va être quelque chose, un atome qui va posséder moins de protons que d'électrons. Un ion relié à Mg2+, pour former une molécule neutre. Si tu veux former une molécule neutre, il faut que ce soit quelque chose qui soit un ion. Okay? On l'a mis au singulier. Avec Mg2+, par exemple, je pourrais rajouter l'ion O2-. Donc, ici, là, si je veux que ce soit neutre, je pourrais avoir la molécule MgO. MgO, pourquoi? Ben, j'ai l'oxygène qui est 2 négatif avec le magnésium qui est 2 positif. Donc, pour former une molécule neutre, j'aurais besoin d'un ion qui serait n'importe quel ion, mais 2-. Donc, ça pourrait être O2-, ça pourrait être S2-. En fait, ça pourrait être n'importe quel ion de la famille numéro 6 ici. O2-, S2-, Se2- ou Te2-. Ça pourrait être, dans d'autres cas, ça pourrait être Mg2+, mais avec 2 Cl-. Ça fonctionnerait aussi. Ces deux-là ensemble font 2-. Oups, non. Ces deux-là ensemble font 2-. Donc, ce serait une molécule de MgCl2. Mais puisqu'ici, on l'a mis au singulier, l'ion, on utilise seulement un oxygène, par exemple, n'importe quel qui serait d'oxydation 2-. Élément pouvant perdre ou gagner ici 4 électrons. L'élément de la famille du carbone. L'élément de la famille du carbone, on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, c'est voulu. Ils peuvent soit gagner 4 électrons, devenir 4-, ou perdre 4 électrons, devenir 4+. Donc, ils sont ambivalents en termes ioniques. Ils vont surtout faire des liaisons covalentes. Mais les ions qui sont de cette famille-là, ils vont devenir soit 4+ ou 4-. Donc, élément de la famille du carbone. Un ion provenant d'un atome ayant perdu 3 électrons de valence, si tu perds 3 électrons de valence, tu vas avoir 3 protons de plus que d'électrons. C'est-à-dire, tu perds 3 électrons de valence, pensez à la famille de l'aluminium, par exemple, la famille du bore. Donc, eux, ils ont 3 électrons sur leur dernière couche, mais ils veulent perdre ces 3 électrons-là pour pouvoir avoir 8 électrons sur la couche qui est juste en dessous. Donc, s'ils perdent 3 électrons,
ben, il va avoir un bilan qui va être positif. C'est-à-dire que l'aluminium, lui, par exemple, l'aluminium, il y a 13 protons puis 13 électrons. Donc, il est neutre. Donc, s'il perd 3 électrons, ben, il va avoir 13 protons, mais il va lui rester 10 électrons. Donc, il va être considéré 3+. Donc, ça va faire le l'ion Al 3+. Donc, si on revient, un ion provenant d'un atome ayant perdu 3 électrons de valence, ben, il va être 3+. Un ion constitué de plusieurs atomes, on appelle ça un ion polyatomique. Un ion polyatomique, c'est qu'il y a plusieurs atomes qui sont mis ensemble et qui restent ensemble en solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau, on verra ça plus tard, avec les électrolytes, mais qui restent ensemble et qui vont avoir une charge ensemble. Donc ça, ce serait l'équivalent, si vous voulez, là, à peu près l'équivalent de O2-, si vous voulez. Au niveau ionique, là, ça et ça, là, c'est la même chose. D'accord? Donc, l'ion hydrogénocarbonate, il faut aller voir dans son manuel, vous avez, ou dans votre liste, ion polyatomique, c'est HCO3-2-. Ça, vous n'avez pas à le connaître par cœur. Ensuite de ça, il y avait une autre page où il y avait 5 numéros, en fait 4 numéros, 22 protons et 22 électrons. Tu vas voir le numéro 22 dans le tableau périodique. En fait, ici, c'est assez simple. Pour les identifier, tu regardes le nombre de protons. La première chose que tu fais, tu te dis, bon, si j'ai 22 protons, je m'appelle du titane. Si j'ai 16 protons, c'est du soufre. Si j'ai 53 protons, c'est de l'iode, etc. De l'hélium pour 2 protons, 6 protons. Le nombre de protons va te dire c'est quel élément. Maintenant, pour savoir quelle est la charge, est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est 2-, 2+? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 3+? Est-ce que c'est 0? Si le nombre d'électrons est le même, ça va être neutre. 22 protons, 22 électrons, c'est juste TI, l'atome. Si j'ai, par exemple, comme ici, 6 protons, 6 électrons, ben c'est neutre. Si j'ai plus de protons que d'électrons, ça va être négatif. Si j'ai plus de protons que d'électrons, donc regardons ici, j'ai 2 protons, aucun électron. Donc nécessairement, mon bilan est positif. J'ai 2 charges plus, puis j'ai aucune charge moins. Fait que mon bilan est 2+. Si j'ai, par exemple, comme ici, 13 protons et 10 électrons, j'ai 13 charges positives, puis j'ai 10 charges négatives. Mais si j'ai 13 charges positives avec 10 charges négatives, bien, mon bilan est 3+. C'est pour ça qu'ici, je vais avoir 3+. Puis à l'inverse, si j'ai plus d'électrons que de protons, mon bilan est négatif. Ici, j'ai 16 protons, puis j'ai 18 électrons. Donc, ici, mon bilan va être négatif de 2-. J'ai 2 charges négatives de plus qu'une charge positive. Même chose ici. J'ai 54 charges négatives, puis j'ai 53 charges positives. Mon bilan est moins. On pourrait dire -1, mais en chimie, on dit juste moins. Donc, c'est comme ça que les ions se forment. Ils gagnent ou ils perdent des électrons. Ici, on vous donnait ce qui est en jaune. Et je pense que c'est le dernier numéro. Attends un petit peu, j'en ai-tu passé un? Numéro 1. Ah, ici, numéro 2. J'en ai passé 2 même. Numéro 2, ce qu'on vous donnait, c'est ce qui était écrit en jaune. Donc, aluminium, ils se sont trompés. Ici, AF, là, ça n'existe pas, là, ça devrait être AL. L'aluminium fait partie de la famille 3. Il y a 3 nombres d'électrons sur la couche externe. Donc, les électrons de valence, il y en a 3. Nombre d'électrons perdus, c'est 3. C'est la charge du cation, donc de l'ion positif, ce serait 3+. Donc, on parle de Al3+. Si vous avez le barium, même principe, potassium, son symbole, sa famille verticale, le nombre d'électrons sur sa dernière couche, etc. Et vous avez le même principe ici pour les anions. Un anion, c'est un ion qui est négatif, tout simplement. Donc, même principe. L'oxygène est dans la famille numéro 6. Il y a 6 électrons sur sa dernière couche. Il gagne 2 électrons, il devient 2-, etc. Ça, il faut que ce soit très, 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 très bien compris. Ça, là, très, très, très important de comprendre ce principe-là. D'accord? La perte et le gain d'électrons pour les 3 familles à gauche et les 3 familles à droite. Il n'y a pas de numéro 4 dans les exercices, ça va tout de suite au numéro 5. Ce qu'on vous donnait, ça c'est un numéro qui est relativement important, je vous dirais. On vous donnait des ions, on vous donnait ce qui est en jaune et on vous demandait de déduire le reste. Le nom de la molécule, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je vais voir avec vous, d'accord? Mais vous pourrez vous pratiquer. C'est d'ailleurs le premier cours que vous aurez à faire cette semaine, mais vous pourrez vous pratiquer. Mais pour l'instant, je vais juste m'attarder sur comment on fait la molécule. En fait, ce qui nous importe, là,
c'est la charge qui est ici. Ça doit donner quelque chose de neutre. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des ions polyatomiques. Parfois, il n'y en a pas, des ions polyatomiques. Des fois, les charges, c'est relativement simple. On écrit le métal à gauche, en premier, dans la molécule. Donc, par exemple, j'ai du calcium Ca2+. Mais puisque le fluor est négatif, ça va me prendre 2 fluors. Je vais en avoir besoin de 2 parce que je veux faire une charge de 2- pour annuler, pour neutraliser ma charge de 2+. Donc, j'équilibre mes charges comme ça. Si j'ai Mg2+ avec Cl-, ben, je vais avoir besoin de 2 Cl- pour pouvoir faire 2- et avoir une molécule qui est neutre. On veut que toutes les molécules soient neutres. Quand c'est des ions polyatomiques, la seule petite différence, c'est que je dois mettre une parenthèse si j'en ai plus qu'un. Donc, par exemple ici, j'ai 2+, puis j'ai NO3-. Mais puisque j'ai besoin de 2 NO3-, vu que c'est un ion polyatomique, ici, là, NO3-, tout le monde, c'est comme si c'était Cl-, c'est la même affaire. Sauf que, donc, moins. Sauf que si j'en ai besoin de 2 Cl, je vais mettre un 2 comme ça. OK? Je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Mais si j'ai besoin de 2 NO3, je fais simplement mettre une parenthèse, puis je rajoute un 2. Par exemple, j'ai 2+ ici, celui-ci est moins, je vais en avoir besoin de 2. Si j'en ai besoin de 2, je mets une parenthèse, puis je rajoute mon 2. Ici, Na+ avec NO3-. 1 est plus, 1 est moins. J'en ai besoin de 1 de chacun. Je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse, etc., etc. Donc, par exemple, l'ion hydrogénocarbonate qui est ici, j'en ai besoin de 2. Je mets un 2 là, parce que lui est moins, lui est 2+. Mais si j'en ai besoin de 2, ici les indices sont mal placés, là. Je n'ai pas compte de ça. Mais si j'en ai besoin de 2, je mets une parenthèse. Si j'en ai pas besoin de 2, j'ai un plus et j'ai un 2-. Je vais avoir besoin de 2 comme ça pour faire 2+, pour venir neutraliser mon 2- qui est là. Donc Na2SO4, etc., etc. Donc c'est la façon dont on fait des molécules. Merci.